ces îles étaient françaises, rattachées administrativement à Madagascar. Et à ce titre-là, je défie quiconque qui n'a que la nationalité malgache pour me disqualifier parce que j'ai la nationalité aussi d'un autre pays. Oppresseurs et des opprimés, il y a toujours la question d'intérêt. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première édition du Grand Débat. Le Grand Débat, première émission au sein de la diaspora malgache qui aura pour but, à intervalles réguliers, de faire le point, faire le tour de grandes questions d'actualité politique, économique, sociale qui fouettent, on va dire, la vie politique et sociale à Madagascar. Pour cette première édition, nous avons le plaisir de discuter sur cette thématique sensible, très particulière des îles éparses, en compagnie de nos invités que je vais maintenant vous présenter. Tout d'abord, il s'agit de Nabenassoul Ndiamaganian. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes maintenant retraité, mais après une carrière longue, riche, en tant que consultant au sein de l'Union postale universelle, enseignant pour les inspecteurs des postes et télécommunications, et vous êtes maintenant, et depuis toujours aussi, citoyen engagé. Et c'est cet avis de citoyen de base que vous voulez aujourd'hui représenter au cours de ce débat, et nous vous en remercions. À votre gauche, Denis Alexandre Laénéric, docteur en histoire, enseignant-chercheur à l'université d'Antananarive, enseignant-chercheur rattaché auprès du Centre d'histoire contemporaine de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, du Centre d'études sur les sociétés de l'océan Indien à l'université de La Réunion. Bonsoir Denis. Bonsoir. Et enfin, à ma droite, Grégory Silène, que l'on ne présente plus, fondateur de Madagascar Media, qui titre d'ailleurs dans sa dernière ligne éditoriale « Ici c'est Madagascar » avec comme illustration une des îles éparses. Analyste politique, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Et donc merci à vous trois d'être présents. Quant à moi, Mikaneri Nadjambel de l'association Zakuano, donc je serai en charge de l'animation de ce débat, garant du respect du temps de parole et du tour des questions que nous allons aborder. Alors, sans transition peut-être, nous passerons tout de suite à la première grande partie de ce débat. D'après vous, messieurs, au jour d'aujourd'hui, a-t-il encore toute sa place, toute sa pertinence au niveau politique malgache? Nous commencerons peut-être par le Raya Mandjen. Tant qu'un problème n'a pas trouvé sa solution, il est toujours pertinent de le poser. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est celle-ci. Pourquoi le débat apparaît simplement par épisode de temps en temps? Parce que le débat est utilisé de façon politicienne et n'a pas été vraiment résolu dans ce cadre-là. La troisième réponse pour moi, c'est qu'il faut arriver à ce qu'on fasse très bien la distinction. D'un côté, il y a cette question de souveraineté des îles éparses, que moi j'appellerais les îles éparses malgaches, appartiennent à Madagascar. C'est comme si moi, j'avais une maison avec plusieurs pièces et qu'il y a une pièce que nous n'utilisons pas encore. Est-ce que ça donnerait droit à quelqu'un qui veut prendre la pièce de se dire, puisque toi tu ne l'utilises pas, on va la prendre? Comment on va en faire? C'est une autre question. Mais pour moi, c'est primordial de résoudre la question de la souveraineté et de la propriété. Pour enchaîner peut-être avec le Benjamin de ce débat, Grégory Silène, la pertinence de ce débat est-elle encore de mise? Il ne faut pas oublier que Madagascar, c'est une jeune démocratie. On a obtenu notre indépendance en 1960. Et là, en fait, on est dans une négociation bilatérale avec l'une des plus grandes puissances au monde, qui est la France, qui est aussi un pays ami et partenaire, pour plusieurs raisons. On aura l'occasion de revenir sur les différentes caractéristiques de cette relation que nous avons avec la France. Mais une question de souveraineté essentielle qui a été tranchée par l'Assemblée nationale des Nations Unies, puisqu'il y a 2 résolutions aujourd'hui qui précisent que ces îles doivent revenir et doivent être restituées à Madagascar, et que des négociations doivent être ouvertes dans ce sens, et que jusqu'à présent, Madagascar n'a pas pu avoir cette restitution-là. Donc,
le débat est toujours d'actualité. Il a été réouvert parce que là, on a pu capitaliser sur deux choses, on peut dire, d'un point de vue politique. La première, quand même, qu'il faut souligner, et tout à l'heure, je parlais de jeune démocratie, c'est que pour la première fois de notre histoire, on a eu une transition démocratique entre deux présidents élus. Et deuxièmement, on a un président, donc le président Ange Rajwen, qui est le président de Madagascar, qui avait déjà abordé le sujet durant sa campagne, qui disait que les îles malgaches de l'océan Indien devaient revenir à Madagascar. Et lors de sa première visite officielle en dehors du continent africain qui s'est passée en France, il a abordé clairement le sujet en demandant officiellement la restitution des îles malgaches. Donc là, c'est vrai que maintenant, les choses sont posées, les choses se sont clairement accélérées depuis le mois de juin, parce qu'on a vu depuis maintenant donc plus de 50 ans, il y a eu des axes forts, il y a eu des périodes très fortes, on aura l'occasion d'y revenir, entre les années 70, les années 2000 et maintenant. Et là, on se rend compte de manière factuelle. Donc il y a eu cette demande officielle qui a été transmise, qui a été annoncée donc, lors d'une conférence conjointe entre le président Macron et le président Rajwen pour la restitution. Entre-temps, jamais un président français avait foulé le sol de ces îles. Emmanuel Macron l'a fait il y a à peu près quelques mois de cela. Et aujourd'hui, au mois de novembre, on a eu cette première commission mixte. Donc là, en fait, on voit clairement que les choses s'accélèrent, que les choses sont balisées et qu'il y a des actes qui sont posés. Denis Alexandre Laénéric. À mon avis, c'est actuellement, peut-être que les personnes plus âgées peuvent toujours témoigner qu'à cette époque-là, déjà, il y a plusieurs questions qui étaient sur la table concernant déjà la révision des accords de coopération, mais en même temps cette question des îles éparses. C'est pas par hasard que Denis Ratir, quand il est devenu premier président de la République, avec la Deuxième République, c'est lui qui a pris l'initiative de présenter la question au niveau de l'OIA à l'époque, mais également au niveau des Nations Unies avec les résolutions qu'on a parlé tout à l'heure. Mais je crois que c'est quelque chose de pertinent finalement, cette question des îles éparses, parce qu'il faut aller plus loin, je crois. Et je crois que l'État malgache actuel a raison de positionner cette question-là sur la question de l'identité malgache. Pas seulement sur la question de souveraineté malgache, mais plus loin qu'une simple question de souveraineté, de l'identité malgache. Est-ce que ces îles éparses participent à la définition de cette identité? Sont des questions, c'est une question pertinente à mon avis. Et après un demi-siècle d'indépendance, il est normal qu'on pose ces questions-là et qu'on discute finalement de ces îles éparses et leur devenir. C'est une erreur de l'histoire, les îles éparses? Dans quel sens? Dans le sens, est-ce que c'est une forme de décolonisation tronquée d'après vous? Disons qu'il faut poser je crois, le sujet dans le contexte. Comment les îles éparses étaient rattachées à Madagascar? Parce qu'on sait bien que avant la colonisation, ces îles existaient géographiquement, comme Madagascar existait géographiquement. Avec la loi d'annexion des 6 août 1996, ces îles étaient rattachées administrativement à Madagascar, comme les îles Comores, comme les terres australes françaises. Et voilà, c'est ce qu'on appelle Madagascar indépendance, c'est un ensemble en fait. Plus tard, avec le processus de décolonisation qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, une partie des Madagascar indépendance ont été administrativement détachées de Madagascar. D'abord les Comores, bien sûr. Et plus tard, les îles éparses. Les éparses qui ont été rattachées dans ces à la cas-là, Réunion, si je ne me trompe pas. Oui. Sous l'autorité du ministère de l'Outre-mer. L'Outre-mer. Dans ces cas-là, la question qu'on se pose, est-ce que ces îles, parce que
elles étaient rattachées administrativement à Madagascar, étaient malgaches ou elles étaient françaises. Dans la mesure où, avant la colonisation, ces îles étaient françaises, rattachées administrativement à Madagascar. Donc le débat est là. Avec la résolution de 1979, l'Assemblée, je précise bien l'Assemblée générale des Nations Unies, a décidé que ces îles sont malgaches et que demande à la France d'ouvrir les débats. Parlons, est-ce que c'est une erreur de l'histoire? Pour moi, c'est une erreur de l'histoire. Le fait même de la colonisation est une erreur de l'histoire. Vous venez, il y a quelqu'un qui est dans sa maison, vous occupez sa maison pendant X années. Après, vous partez et vous dites non, il y a la pièce là qui est à nous. C'est toujours cette erreur de l'histoire qui continue. Même si après on dit on va s'arranger comme ci, comme ça, nous, pour moi, c'est l'idée un peu qui me chagrine et qui trotte dans ma tête et qui me fait penser un peu aussi bien aux générations d'avant qu'à ceux d'après, en disant mais quelle maison on va laisser à nos enfants en laissant le pays colonisateur continuer à prendre une partie de ce qui n'est pas à lui. C'est tellement pas à lui que le détachement des Comores n'est pas du tout de la même nature que les détachements de ces îles éparses qui ont fait l'objet d'une décision particulière. Donc, à partir du moment où c'est une décision particulière, il me semble qu'il y avait quand même une arrière-pensée. Et dans ce cas-là, le général de Gaulle vraiment avait une vision très lointaine, que malheureusement, nous, on n'a pas encore. C'est pour ça que, pour moi, c'est pertinent. Non seulement c'est pertinent, mais ça peut être une sorte d'élan général si on arrive à faire en sorte que ce ne soit pas utilisé de façon politicienne. Mais parle-t-on des îles éparses, d'après vous, Grégory Silène, lors de la négociation des accords de coopération? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis sur la table, à votre connaissance, la table des discussions? Pour revenir un peu sur tout ce qui vient un peu d'être énoncé, quand on parle des îles malgaches de l'océan Indien, ça dépend déjà du point de départ en fait. Parce que l'histoire en fait elle peut remonter à très loin. On peut remonter aux années, on peut remonter au 19e siècle, on peut remonter à la commission de Berlin, on peut remonter donc, les années après où donc Madagascar, les îles éparses étaient rattachées sous l'administration coloniale malgache. Donc ça dépend du point de départ. Quand on regarde donc l'obtention de l'indépendance de Madagascar, c'est l'histoire de toutes les décolonisations et de toutes, quand il y a eu toute rivalité entre un régime oppresseur et des opprimés, il y a toujours la question d'intérêt. C'est-à-dire que quand la France décide, c'est-à-dire qu'il y a des revendications d'indépendance et d'un autre côté, donc, il y a la décolonisation qui s'opère, la France, dans sa position stratégique, cherche toujours à préserver ses intérêts. Et ça, c'est une histoire qui se répète. On peut regarder de manière factuelle, quand on peut regarder pas très loin de Madagascar, en Afrique du Sud, quand le régime apartheid cesse, tous les dirigeants de l'ANC le disent quelques années plus tard, que finalement, quand ils ont pu obtenir leur liberté, sortir du joug de l'apartheid, tous les postes stratégiques étaient encore détenus par les Afrikaners de l'apartheid. Et quand vous regardez la décolonisation dans l'Afrique francophone, c'est la même chose. Vous regardez nos amis africains, ils sont encore aujourd'hui sous le joug du franc CFA d'un point de vue économique. La France, au niveau de Madagascar, on n'est pas très loin encore de cette posture. C'est-à-dire, le président Tirane, il y a eu une collaboration qui s'est prolongée après l'obtention de l'indépendance. Et comme on est une jeune démocratie, forcément, dans la hiérarchisation des choses, au départ, ce qui était voulu par les Malgaches, c'était bien évidemment de retrouver une émancipation, une liberté et une souveraineté sur le territoire. Et les îles éparses ont été reléguées un peu dans un second plan. Et c'est pour ça que le débat ne revient que dans les années 70, où Didier Rattire, comme ça a été dit, arrive en tant que ministre des Affaires étrangères en 1972,
il aborde cette question en 1973 et de manière successive, il aborde l'UEA je crois que c'était en 1978 si je ne me trompe pas, et après il y a les 2 résolutions ONU de 1919 et 1980. Donc là, en fait, quand on regarde l'histoire de Madagascar, généralement, il y a 2 questions importantes, il y a 2 sous-bassements importants. Le patriotisme, la souveraineté. Toutes les personnes qui ont voulu porter, ont voulu porter haut cette thématique-là, ce sont des personnes patriotiques et des personnes qui sont rattachées à la souveraineté de Madagascar. Et là donc, je veux dire, les années 70 est une période très forte parce que finalement on a le cadre juridique, parce que quand bien même les résolutions ONU ne sont pas coercitives, on a quand même, ça a été dit à juste titre, au départ c'était la Société des Nations, ça a donné après ensuite place à l'ONU. On est dans des valeurs de paix, la promotion de la paix, et là on n'est pas obligé que ça soit forcément contraignant. Dès l'instant où l'Assemblée générale de l'ONU s'est exprimée en disant que ces îles appartenaient à Madagascar, le cadre est très clair. Le cadre est très clair. Après, bien évidemment, chacun est dans sa posture et dans la défense de ses intérêts. Donc, les Français disent que ces résolutions ne sont pas contraignantes. On remonte à l'histoire un peu plus loin. On dit qu'il n'y a pas de population qui sont présentes sur ces îles, etc. Donc ça, c'est normal. C'est l'argumentaire classique. Et en disant que, en fait, finalement, la seule institution qui pourrait trancher sur cette question-là, c'est la Cour internationale de justice. Exactement. Voilà, donc chacun est dans sa posture, dans la défense de ses intérêts. Et aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde les choses de manière factuelle, quand on a 2 résolutions ONU qui précisent que ces îles doivent revenir à Madagascar, pour moi, le cadre est très clair. Donc, voilà. Donc même non contraignante, cette résolution de l'ONU vous paraît être un bon socle pour bâtir les revendications malgaches. Évidemment. Une réaction peut-être par rapport à ça? Peut-être pas une réaction, parce qu'on est là pas. Je crois que sur la question des revendications, on est entre malgaches, donc quelque part, faire attention à ce qu'on dit à propos de ça. Mais je crois qu'il faut voir les choses d'une manière factuelle, comme Céline a dit tout à l'heure. Céline. Donc, il faut voir ça d'une manière factuelle. Parce que les faits sont là pour nous rappeler certaines choses, des choses évidentes finalement. Parce que quelque part dans ces débats-là, il ne faut pas se tromper de débat. Quand un certain nombre de personnes disent que la résolution de 79 n'a rien à voir avec des jeux géopolitiques, d'abord c'est faux. C'était d'abord une question de géopolitique. Oui, c'est ce que vous venez de préciser par rapport aux non-alignés. Oui, voilà. Est-ce que ça nous donne une légitimité? Je me pose la question, parce que le jour où les Espagnols arrivent à rallier un certain nombre de pays, par exemple, pour réclamer Gibraltar comme ils le font actuellement, est-ce que les Britanniques seront obligés de céder Gibraltar? Ou est-ce que quand l'Occident arrivera à rallier un certain nombre de pays au niveau de l'Assemblée générale, pour réclamer par exemple Hong Kong, parce qu'il y a un problème actuellement à Hong Kong, est-ce que la Chine serait obligée de céder Hong Kong? Non. Tout ça sont des questions qu'il faut poser, c'est quoi, dans les cadres de la revendication malgache des îles éparses. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Quel est le fondement vraiment de cette revendication? On dit toujours que ces îles devraient être malgaches parce que d'abord, elles sont beaucoup plus proches de Madagascar que ces îles par rapport à la France. Ça, c'est l'argument géographique. Exactement. Mais ça pose quand même un certain nombre de questions finalement. Est-ce que la proximité, est-ce que la géographie nous donne une certaine légitimité pour la revendication? Parce que c'est une question importante dans la mesure où, par exemple, pourquoi c'est l'île Maurice qui revendique Tremblin? Et c'est ça la question en fait qui expliquerait que au final c'est la résolution 79 est d'abord une question géopolitique, parce que Madagascar, avait accepté de céder entre guillemets les Tremblins à Maurice pour que Madagascar puisse avoir le soutien mauricien des îles qui se trouvent sur les côtes de Mozambique.
Donc, déjà, à mon avis, si on se base uniquement sur la résolution de 1979 et les résolutions des années 80, finalement, je crois que l'argument malgache pourrait être pas aussi important, pas aussi décisif que ça. Je crois qu'il faut avoir d'autres arguments pour revendiquer ces îles, les îles éparses, d'une manière générale. Ces arguments ne sont pas décisifs, certes, mais ça constitue quand même des arguments dans un faisceau d'arguments et qu'il faudrait le retenir. Mais moi, je voudrais aussi ajouter le faisceau humain. Peut-être qu'avec les moyens qu'on a, on ne sait pas exactement si les pêcheurs qui se retrouvent sur les bords de Madagascar, dans les régions côtières, de temps en temps, n'ont pas besoin de ces îles-là. Surtout quand il arrivera un moment où la mise en application de cette fameuse zone économique exclusive fait en sorte qu'ils vont se retrouver par une décision qui ne les concerne pas en quelque sorte, privés de leur zone de pêche. Donc pour moi c'est un fait important aussi dans ce faisceau qu'il faudrait retenir pour se dire à nous de faire en sorte que cette propriété de Madagascar sur ces îles soit effective. Peut-être une réaction par rapport à ça, parce que c'est quelque chose d'important. Important, je crois. Oui. Voilà. D'abord sur cette question, lors des discussions sur les accords de coopération, certains disent que les îles éparses n'a jamais été, en tout cas le sujet n'a jamais été évoqué. En tant qu'historien, je me pose quand même la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et on ne doit pas oublier que les archives sur les négociations sont aux archives diplomatiques de Londres déjà. Donc c'est vérifiable. Parce que c'est pas par hasard que De Gaulle, en 1958, avait décidé de retirer administrativement les îles éparses à Madagascar. Et sur cette question de groupes humains qui avaient fréquenté les îles éparses, je crois que peut-être qu'on aura le temps d'entrer dans ce sujet-là, parce que c'est important. Parce que normalement, la France avait comme argument principal que ces îles étaient désertes, donc terra nullius. Terra nullius, oui. Donc, dans ces cas-là, c'est à ce nom de principe qui est universellement reconnu que la France revendique ces îles éparses. Donc la question qu'on se pose maintenant, est-ce qu'il y avait des groupes de population qui habitaient ces îles-là, qui fréquentaient ces îles-là, et est-ce qu'ils étaient malgaches? Et c'est au nom de ces malgaches-là, entre guillemets, nous, en tant que leurs descendants, bien sûr, directs, c'est en leur nom que Madagascar actuellement revendique ces îles. Alors c'est très intéressant. Alors là, justement, il faudra juste un instant parce que je suis l'animateur. Donc vous invoquez quand même quelque chose de très intéressant qui est la question de l'identité nationale. C'est quand même quelque chose qui est lié. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Peut-être pour avancer dans le débat, pour le moment, je souhaite revenir sur une chose déjà que Grégory Silène a bien mentionné, c'est le fait que la Cour internationale de justice soit aujourd'hui la seule juridiction internationale à même de statuer sur ce débat. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais avant cela, pour clore cette première grande partie du débat, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui est peut-être la sortie médiatique du jour. Alors c'est la sortie médiatique du jour sur les réseaux sociaux, mais en vérité elle a été prononcée le 9 décembre par le fameux pasteur Mayol, qui est aujourd'hui homme politique, qui a récolté, je crois, 8% des voix lors des dernières élections présidentielles, et donc qui nous sort Ulatsmanana supirina foransai, nuafakam tak, irenusreo. En d'autres termes, seuls ceux qui n'ont pas la nationalité française peuvent aujourd'hui se targuer du côté malgache d'être de bons revendicateurs de ces îles éparses-là. Vos réactions, déjà, quand on est binational, Nabena Soulandiamaganian, Grégory Silène, comment est-ce qu'on prend position sur ce type de débat quand on est franco-malgache? Pour moi, oui. La citoyenneté ne concerne qu'un pays. Ce que j'ai comme citoyenneté d'un autre pays ne concerne pas
d'autres pays. Je suis citoyen malgache vis-à-vis de mon pays, Madagascar. Si je suis citoyen russe, américain ou autre, ça, c'est mon problème, les États-Unis et la Russie. Et on ne peut pas, juste parce qu'on dispose d'un statut de citoyenneté autre que la citoyenneté malgache, pour tout de suite essayer, en quelque sorte, de disqualifier. Parce que là, je vais très loin. Actuellement, j'ai des enfants. Certains sont mariés avec des Français. Leurs petits-enfants, c'est quoi alors? Pour moi, ce sont des malgaches s'il s'agit d'être malgaches. Même s'ils ont une autre citoyenneté. Alors je crois que c'est un faux débat d'opposer les gens en disant « Ah, tu n'as rien à dire puisque toi aussi tu as une autre nationalité ». C'est faux. Tous, tant que nous nous présentons comme étant citoyens d'un pays, avons non seulement le droit, mais surtout, je crois, le devoir d'assumer tout ce qui pourrait être intéressant comme développement pour ce pays. Et à ce titre-là, je défie quiconque qui n'a que la nationalité malgache pour me disqualifier parce que j'ai la nationalité aussi d'un autre pays. Grégory Silène. Je pense qu'il faut être très précautionneux sur l'usage de tels mots et de tels propos. Parce que je pense que sur une telle question, ça concerne tous les Malagasy et qu'il faut une unité nationale. C'est très important. Tout à l'heure, on a parlé de patriotisme, on a parlé de souveraineté, et tous les Malagasy, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs cette consultation nationale qui se fait au pays. Donc je pense qu'il ne faut pas, l'heure n'est pas du tout à la division, mais plutôt au rassemblement. Parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté, et c'est la défense des intérêts de Madagascar. Ce qu'on pourrait aussi évoquer, mais je pensais que c'était plutôt dans notre partie, mais qui est toujours en lien avec cette question-là, c'est quand même, on a la chance, en tout cas une opportunité pour Madagascar dans cette négociation bilatérale avec la France, qui est un pays ami, un pays où il y a des relations fortes d'un point de vue économique. Il y a des diasporas importantes en France, qui est, si je ne me trompe pas, qui évaluent à 25 000, dont la moitié qui sont nationaux d'ailleurs. Il y a aussi une forte diaspora, on le sait tous, ici en France, qui évalue à peu près à 200 000 Malagasy sur le territoire français, la plus importante parmi les pays subsahariens. Exactement. Et on a un président ici en France, Emmanuel Macron, qui est sur un nouveau logiciel qui change beaucoup des anciens présidents et de ce qu'on a appelé la France-Afrique, le concept qui a été lancé et impulsé par Houphouët-Boigny, l'historien qui est en face de moi. Et on a un président qui attache beaucoup d'importance justement sur cette question de binationalité. Et je pense que justement dans les négociations qu'il peut y avoir entre les deux pays, les binationaux peuvent aussi être un trait d'union et peuvent faire le lien entre les deux pays. Parce que là, tout à l'heure, dans cette première partie, ce qui était normal, on a posé un peu le cadre avec notamment la dimension historique, le cadre juridique, les éléments factuels d'un point de vue politique, où forcément c'est un peu à l'image de cette première commission mixte qui a eu lieu, qui a débouché finalement sur ce communiqué où chacun reste sur sa position. Mais un temps, c'est de voir comment on peut arriver à une issue finale profitable à Madagascar. C'est ce que tous les Malagasy veulent en tout cas, ce qui est normal, parce que c'est la défense de nos intérêts. Et là, comme je dis, on a quand même un président qui est partisan de la binationalité, qui y voit en tout cas une opportunité et non une stigmatisation. Et ça n'a pas toujours été le cas en France, notamment en tout cas pour une partie de l'échiquier politique en France. Dire quelque chose à propos de ça. Déjà, Mayol n'a pas eu pourcent, c'est 0,6%. Okay. Mais je crois que c'est emblématique des discussions, pas seulement sur les îles éparses, mais d'une manière générale sur la relation entre Madagascar et la diaspora en fait. C'est toujours cette question épineuse de double nationalité. Parce que c'est quelque chose d'important. Il faut voir d'abord le cadre, vraiment le cadre le code des nationalités malgaches, qui ne supporte pas déjà la double nationalité, normalement. Mais on a une double nationalité qu'on qualifie de tolérer. On tolère Madagascar, tolère la double nationalité déjà.
Parce que voilà, il y a beaucoup de Malgaches qui sont établis à l'extérieur et qui jouissent d'une autre nationalité. Mais ce que j'aimerais bien vraiment dire, c'est au niveau du discours en fait. Il y a une tentative de division. Mais est-ce que vraiment c'est une tentative de division entre les Malgaches, vraiment des Malgaches, ou des Malgaches, demi-Malgaches parce que ont une autre nationalité? Je crois que c'est le risque, c'est l'instrumentalisation politique de ces questions-là. Et je crois bien que Pasteur Mayol était dans l'instrumentalisation des questions-là quand il a dit que seuls les Malgaches qui ont la nationalité malgache ont la légitimité de revendiquer les îles Éparses. Je crois qu'un Américain peut revendiquer ces îles Éparses pour Madagascar. Alors nos auditeurs remarqueront au final qu'il y a vraiment un consensus sur la non-pertinence de cette division sur nationaux, binationaux. C'est peut-être sur ce consensus que ce débat contradictoire va continuer. On parle beaucoup de débats politiques, de conflits diplomatiques, mais en fait derrière tout ça, c'est des enjeux géostratégiques, des enjeux énergétiques. Et cette zone de l'océan Indien qui est assez particulière, surtout la zone du canal de Mozambique, qui est très fréquentée, et ce, malgré la réouverture du canal de Suez. Et en fait, la question qui est, mais au final, ces réserves nous permettraient demain d'être indépendants, d'être autonomes vis-à-vis de l'aide au développement. Mais est-ce qu'on a les moyens, justement, d'en tirer parti? Est-ce qu'on a les moyens d'extraire cette richesse, de concentrer la valeur ajoutée à Madagascar? Je voulais revenir sur la position française et qui veut mettre en exergue la biodiversité. Ce qui est intéressant, en fait, depuis le mois de juin 2019, quand il y a eu donc la rencontre entre Hans Rajwen et Emmanuel Macron, c'est qu'au départ, on a essayé de faire comprendre au peuple malagasy que Madagascar, en fait, n'avait pas les moyens pour sécuriser la zone maritime. Et donc il fallait en tout cas, la Madagascar avait tout intérêt à ce que la France soit présente. On nous a aussi fait comprendre en filigrane qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de ressources et que les recherches qui ont été faites ne donnaient pas grand-chose et qu'il n'y avait pas autant. En fait, c'était plutôt un fantasme des Malgaches de penser qu'il y avait des ressources importantes et immenses au niveau gazier et pétrolier. Et là, en fait, ces derniers mois, on se rend compte qu'il y a une bascule qui est en train de se faire par rapport à la position française, c'est de dire non, là c'est vraiment une question de biodiversité parce qu'on est vraiment sur un espace unique au monde et que ça a une importance incroyable et que ça a même une dimension mondiale par rapport à ça. Et tout ça pour dire en fait que là on sent bien, quand on analyse d'un point de vue politique, que la France bien évidemment entre dans sa stratégie pour se légitimer par rapport à ces îles, et qu'on essaye de voir, on use de différentes stratégies, et la première surtout, si on regarde bien, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des positions des officiels, jamais c'est évoqué la question gazière et la question pétrolière. C'est toujours atténué. Et tout ça, moi je pense que ça a du sens, et nos compatriotes doivent bien prendre conscience et relever ces choses-là. Tout ça pour dire que, d'une part, quand on nous fait croire qu'on a toujours besoin du paternalisme français, etc., c'est que la France sait très bien que ces îles appartiennent à Madagascar. Et c'est pour ça que, jusqu'à présent, finalement, la stratégie française depuis l'indépendance de Madagascar, c'était plutôt de jouer la temporalité, parce que plus le temps s'écoule, plus ça favorise les Français, clairement. Pourquoi ? Parce qu'ils font de la recherche pendant ce temps-là. Il y a toujours l'occupation militaire sur ces îles, les chercheurs qui sont aussi présents, et qu'il y a aussi quand même une activité économique qui n'est pas énorme, mais qui est quand même importante, où il y a des activités touristiques qui se font. Il y a 2 entreprises qui ont aussi des licences pour pouvoir faire de l'exploration, etc. Donc voilà, donc, il faut bien prendre conscience de ces enjeux qui permettent de comprendre les positions de Madagascar et la position de la France, qui permet même de voir en filigrane comment pensent les autorités françaises et comment pensent les autorités malagasy. Et bon, l'histoire malagasy, c'est assez clair, je pense qu'on a depuis le début de l'émission. En revanche, pour la position française, quand on voit ces positions en filigrane, on voit bien qu'ils savent très bien, les Français savent très bien que ces îles appartiennent à Madagascar.
Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce que vous dites, c'est l'instrumentalisation. L'instrumentalisation de l'argument environnemental fait par la France, qui, c'est vrai, et peut-être que nos camarades le reconnaîtront, on privatise l'aéroport de Paris, alors qu'on sait que le secteur aérien est fortement émetteur de gaz à effet de serre, de 7% si je ne me trompe pas. On renouvelle le glyphosate, et là, tout d'un coup, sur les îles Éparses, on évoque cet argument environnemental-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette instrumentalisation, Denis Alexandre? Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment l'argument principal lors de la discussion, par exemple, lors de la commission mixte? Parce que dans le communiqué, c'était écrit que la France avait présenté des arguments. Mais on ne sait pas quel argument. Si on regarde un peu le tweet du président Macron, on parle de cet argument environnemental finalement. Mais est-ce que c'est vraiment cet argument qui a été évoqué lors de la discussion de la commission mixte? Ouais. Parce qu'à mon avis, l'essentiel pour Madagascar, c'est d'avoir les arguments solides pour défendre ses intérêts. Parce qu'on est dans une question géopolitique, on est dans une question de relation entre deux pays qui n'ont peut-être pas le même poids sur le plan géopolitique finalement, géopolitique mondiale. Mais à mon avis, Madagascar doit avoir vraiment les arguments forts pour revendiquer les îles Éparses. Si les Malgaches sont vraiment conscients de l'importance de cette revendication-là, il faut des arguments. On parle d'arguments géographiques, on parle d'arguments historiques. Il y a pas mal d'arguments qu'on peut avancer. Mais la partie malgache doit vraiment avoir les arguments solides. Parce que je ne crois pas que la France aurait un seul argument et que cet argument-là soit la question environnementale. Il ne faut pas confondre la communication officielle et médiatique et la communication officieuse. Officiellement, bien évidemment, l'argument de la biodiversité et l'argument environnemental, c'est, on va dire, c'est favorable à la France. Bien évidemment, on peut très bien subodérer que dans les négociations qui se font en interne, ce ne sont pas du tout les arguments qui sont faits, clairement. Parce que, bien évidemment, celui qui est l'enjeu, on parle vraiment d'une question géopolitique, une question géostratégique, c'est la question des ressources. Clairement, c'est ça. De toute façon, l'enjeu primordial, c'est celui-ci. Et c'est pas pour rien s'il n'est jamais abordé, aussi bien au niveau des médias, et jusqu'à présent de manière officielle. C'est l'enjeu crucial. Oui, et je pense que Madagascar, à ce niveau-là, doit avoir vraiment des arguments solides. C'est ça qui est essentiel. Parce qu'on parle d'histoire, de géographie, d'environnement et tout ça, je crois que finalement c'est secondaire. Mais il y a vraiment des arguments qui sont derrière. Il y a des objectifs aussi derrière. D'un coup, il faut être vraiment précis dans les objectifs. Est-ce que les Malgaches revendiquent vraiment les îles Éparses? Il faut que cette revendication ne soit pas mêlée à des considérations politiques, par exemple. Mon voisin a évoqué ça au début de son intervention. Oui. Il faut que la revendication soit vraiment malgache et que cette revendication soit aussi importante pour Madagascar dans son ensemble, pour les Malgaches dans son ensemble. Et non seulement pour les Malgaches, parce que, en fait, on se retrouve entre un géant et un nain. Même si le géant est notre père, notre bienfaiteur, on est un nain devant. Seulement, le nain, quand même, il a beaucoup d'avantages. Je veux dire que je suis sûr que beaucoup de pays soutiennent Madagascar dans ce qu'il fait. Et est-ce que ce soutien est suffisamment recherché, suffisamment nourri pour permettre d'avoir des alliés dans ce qu'on doit faire? Surtout qu'il s'agit bien de ça, du côté de la France, de géopolitique. Donc il y a des alliés à nous qui peuvent être intéressés aussi dans une certaine façon de le faire et qui conviendrait à la partie malgache. Et je crois que cette partie un peu de diplomatie qui n'est pas encore actuellement suffisamment exploitée
dans ce que la partie malgache doit avoir vis-à-vis du partenaire français, pour ne pas dire du concurrent français. En fait, ce qui est intéressant, et je pense qu'il faut préciser, c'est que Madagascar a des sérieux arguments. Quand on regarde l'histoire du XXIe siècle, et ça, c'est interprété et c'est connu des autorités françaises, le fait est que, avec Marc Ravalman au début des années 2000, il y a eu cette prise de position, par exemple, d'intégrer la SADC, qui était un acte fort à l'époque, en 2005. Donc Madagascar entre dans la SADC et donc se détache de l'Afrique francophone. C'est un message fort et ça a été en tout cas mal vécu par les autorités françaises parce que c'est un acte fort et c'est factuel. Du coup, ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec en plus, en parallèle, parce qu'on parle beaucoup des relations internationales, le XXIe siècle marque la présence forte de la Chine, qui a redistribué les cartes au niveau africain. Aujourd'hui, si on a beaucoup de pays sur le continent qui parlent d'émergence, c'est parce que la Chine est arrivée et a permis un développement d'infrastructures et a permis surtout de diversifier les relations économiques. Et ça, c'est encore un nouvel argument qui est favorable à Madagascar. Tout à l'heure, on parlait d'un point de vue historique qui s'était passé dans les années 70 avec Didier Ratier. Didier Ratier était dans un contexte international défavorable. Parce que d'un point de vue géopolitique, ça a été dit par nos compatriotes historiens, on était dans un monde manichéen avec les deux blocs, le bloc soviétique et l'Occident de l'autre côté, et les prises de position étaient lourdes de conséquences. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on est dans un monde multipolaire. C'est-à-dire que les relations, on peut faire des relations avec tout le monde. C'est ça la différence aujourd'hui pour Madagascar. Donc Madagascar n'a plus besoin d'entrer, de toute façon on n'a pas du tout raison de le faire, de rentrer dans une relation frontale avec la France, parce qu'on l'a dit, c'est un pays ami, un pays historique, il y a des relations fortes entre les deux pays, on évalue à peu près à moins de 700 entreprises françaises qui sont présentes à Madagascar, les plus grandes exportations elles ont lieu en France, etc. Je pense que ça évolue à peu près à 22%. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à construire avec les Français. Et la France, bien évidemment, quand elle sait qu'il y a la présence chinoise qui est forte, elle sait que le soin indien concentre 30%, j'ai dit tout à l'heure, de l'activité pour les activités pétrolières. Elle sait tout ça, elle a conscience de ça. Donc elle a besoin de Madagascar. Et en plus, ce qu'on peut dire aussi toujours d'un point de vue géopolitique, les économies les plus dynamiques dans l'Afrique subsaharienne, elles se situent à l'Afrique de l'Est. On n'est pas très loin encore de l'océan Indien, avec notamment le Kenya et l'Éthiopie. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont favorables pour Madagascar et qui sont vraiment des leviers pour que les négociations leur soient favorables. Mais est-ce que ce ne sont pas ces mêmes éléments-là qui finalement font que justement, côté français, on ne va pas lâcher la grappe, quoi, parce que vous citez le cas de la Chine, les nouvelles routes de la soie, ils investissent un peu partout, notamment sur des ports, des réseaux de routes, suivi par le Japon qui investit dans le port de Thomas, qui se rend compte également du potentiel indiano-océanique. On peut aussi parler de l'Inde, qui a pour ambition, à l'horizon 2022, de faire de la Indian Navy la force militaire de référence dans la zone. Et au final, la France, avec ses 2,7 millions de km² de zone économique exclusive, dont 640 000 km² relatifs aux îles éparses, est-ce que tout ce que vous citez là ne sont pas des raisons pour la France de faire en sorte que ces îles restent sous giron français? Non, parce que justement, l'arrivée de la Chine a changé la donne au niveau géopolitique et au niveau des relations internationales. Aujourd'hui, justement, la position malgache, justement, c'est de dire que ces îles nous appartiennent, c'est une question de souveraineté, une question identitaire, et que rien n'empêche après, pourquoi pas, de favoriser une relation économique avec la France. C'est ça, finalement, l'enjeu pour Madagascar. Et la France, aujourd'hui, rien n'empêche à Madagascar de dire oui, on va prendre notre souveraineté, et on va peut-être négocier, on va peut-être donner des licences pour les explorations ou les extractions à d'autres entreprises appartenant à d'autres pays, pourquoi pas la Corée du Sud, pourquoi pas le Japon, pourquoi pas... voilà. Donc ça, finalement, la France, elle a tout intérêt, finalement, à maintenir cette relation partenariale, cette relation historique qui est forte, comme socle, dans les négociations, plutôt que de dire on va entrer finalement, les choses vont un petit peu se corser
parce que chacun va camper sur ses positions, et finalement, ce qui risque de se passer après, c'est que finalement, les positions n'arrivent plus à se rapprocher, donc on va rentrer d'autres acteurs dans les négociations, et ces autres acteurs n'attendent que ça finalement. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que la France et Madagascar qui regardent ce qui se passe sur les îles éparses, quand on dit que les imagages de son indien, c'est le nouveau Qatar. On parle ça au niveau des... Oui, c'est le cas de Mozambique notamment, qui est qualifié du Qatar africain. C'est ça. Le canal de Mozambique qui est qualifié comme étant la mer du Nord du futur. La nouvelle mer du Nord. Et quand le Qatar, il faut le rappeler, le Qatar, c'est l'un des 3 pays qui a les plus importantes ressources gazières, avec la Russie et l'Iran. Donc, Madagascar, avec ces ressources-là, je pense que c'est la suite du débat. Exactement. Elle pourra avoir son indépendance et elle pourra accéder à l'émergence. Donc, c'est un enjeu crucial. La transition est faite quelque part et on remercie Grégory Sidé, puisque maintenant on va aborder le processus actuel.